Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ça s'active au jardin. Bienvenue au potager de la vie qui chante pour ce premier tour de chant de la saison 2024. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est qu'un tour de chant? Eh bien c'est tout simplement la visite du jardin pédagogique et nourricier de la vie qui chante, mon jardin familial. C'est un format dans lequel on prend quand même un peu le temps de faire le tour du jardin, de voir ce qui a été fait, ce qu'il y a à faire, ce qui se passe en ce moment. Et dans celui-ci, c'est aussi l'occasion de faire un peu un bilan de l'année passée. On va aussi pas mal parler de 2 ou 3 sujets un peu plus spécifiques, du genre préparation des sols. Je vais vous expliquer comment je prépare les sols. On va parler aussi protection contre l'hiver et les ravageurs avec les voiles d'hivernage. On va parler aussi de la plantation d'ail. Je vais vous expliquer comment je cultive mon ail. Tout ça parmi d'autres sujets qui vont se disséminer un peu tout au long de la visite. Et grâce à ces tours de chant, eh bien, ça nous permet de voir mois par mois, tout au long de l'année, comment se passe la vie au jardin. Du coup, pour être informé des nouvelles vidéos qui sortiront, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et puis de mettre un petit pouce en l'air. C'est comme le sourire, ça fait plaisir et ça coûte pas cher. Et puis en plus, ça aide forcément à référencer un peu mieux la vidéo dans l'algorithme YouTube. Donc c'est toujours le bienvenu. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. D'autant plus que je prépare un nouveau format de vidéo, un peu plus court, qui normalement devrait englober à peu près les semaines au potager de la vie qui chante. Alors abonnez-vous et restez à l'écoute, il y a la vie qui chante. De la même façon, si vous avez des commentaires, des questions, des astuces, des retours à me faire, eh bien n'hésitez pas à me les noter en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis si jamais il y a des questions qui sortent un peu plus du lot, qui se détachent, eh bien peut-être que j'y répondrai en vidéo. Alors avant de commencer, je voulais vous redonner un petit peu le contexte de ce potager vivrier. Donc c'est un potager de 400 mètres carrés, 4 parcelles qui font chacune 100 mètres carrés, 20 mètres de long par 5 de large, situé dans le Périgord vert, nord d'Ordogne, et que je cultive pour alimenter en légumes toute ma famille. Nous sommes 4 à la maison, mon épouse et mes 2 filles de 12 et 14 ans, donc ça commence presque à compter maintenant comme 4 adultes. Et nous sommes quasiment autonomes en légumes toute l'année, de la graine au bocal. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des dates de semis du mois de mars, de tout ce qu'il y aurait à faire. Pour ça, je vous laisse consulter la playlist La vie qui chante, les semis du mois de mars. Vous avez à peu près toute la liste. Et n'hésitez pas à prendre de l'avance en allant voir celle du mois d'avril. Et il me semble que l'an passé, je m'étais arrêté au mois d'avril, donc je reprendrai au mois de mai ou juin, selon... voilà, mon idée, c'est de compléter tout le calendrier. Pas d'instant promo en début de vidéo cette fois-ci. Par contre, je vais me permettre quand même de vous en placer un petit à la fin pour vous rappeler bien que j'organise des stages au potager de la vie qui chante tout au long de l'été, des stages de 5 demi-journées. Allez, j'arrête pour cette introduction qui commence déjà à être un peu longue. Et puis c'est parti, on part en visite du potager de la vie qui chante. Hey! Alors c'est parti, on se dirige directement vers le jardin numéro 1, qui est donc un jardin d'un seul bloc, mais quand même divisé en 2 parties. Et qui est actuellement, la première partie est en facélie, un engrais vert, derrière une culture d'oignons, d'ail et d'échalotes de l'an passé, qui a plutôt, ma foi, assez bien fonctionné, même si les oignons, il nous en manque encore, il faudra en faire encore plus cette année, c'est quelque chose qu'il faut réussir à régler. Donc voilà, cette facélie que j'utilisais essentiellement comme couvre-sol pour protéger de l'hiver, pour protéger de la battance de la pluie. C'est un chouette engrais vert pour aider à structurer son sol. L'inconvénient est qu'il est gélif. Donc vous voyez, celui-ci a pris les gelées du mois de décembre, forcément. Il a été semé à l'automne.
Il est très intéressant à utiliser au printemps, là, à semer maintenant, là, dans les semaines qui viennent, car il a une super floraison qui est très très mellifère. Et donc là, vous voyez, hein, comme il a été détruit un peu tôt dans la saison et qu'il ne s'est pas arrêté de pleuvoir, finalement le sol s'est un peu compacté. Alors, voilà, là les travaux qui sont à venir sur tout ce jardin, c'est apport en fumier et puis préparation du sol, hein, les trois grandes étapes. Donc, puisqu'on parle de préparation du sol, allez, je vous explique comment je prépare mes sols. Il y a trois grandes étapes dans la préparation du sol et la première, c'est le décompactage. Donc, moi, j'utilise maintenant uniquement la grelinette, hein. Le terrain a été, quand il était en prairie, les 2 premières années, j'ai quand même utilisé le motoculteur et la charrue pour retourner le terrain, défaire la prairie, ce qui est quand même un moyen assez efficace, bien qu'un peu brutal. Mais maintenant, je n'utilise que la grelinette, qui est un super outil pour travailler à 25-30 cm de profondeur du sol, sans se faire mal au dos, sans retourner la terre, sans tout mélanger. Donc c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. Bon, moi c'est quand même un assez gros modèle, hein, qui fait 80 cm de large. Il en existe des plus petites. Après, c'est à vous de vous adapter selon la largeur de vos planches de culture, en fait, finalement. Et alors, l'importance de cette étape de décompactage, le but du jeu, c'est, bon, certes déjà d'avoir un sol beaucoup plus souple et donc plus facile pour venir planter ou semer, mais le but premier du décompactage, c'est de faciliter les échanges air-eau dans le sol. Il ne faut pas oublier que les plantes se nourrissent de nutriments qui sont rendus accessibles par l'eau. Et pour que ces nutriments soient accessibles par l'eau, il faut qu'elles soient digérées par la vie microbienne, animale du sol, qui elle a besoin d'oxygène pour vivre. C'est pour ça qu'on protège vraiment un maximum nos sols en hiver, afin de limiter la battance, éviter que notre sol se compacte trop et finisse finalement par s'asphyxier et être déserté finalement par la vie du sol. Donc c'est vraiment une étape très importante que moi je fais systématiquement avant chaque culture. La deuxième étape de la préparation du sol, c'est l'affinage du sol que je fais moi ici au jardin, essentiellement au râteau. Ça peut se faire au croc aussi. Ça pourrait aussi se faire au motoculteur, hein, avec le fameux rotovator qui va faire un très beau travail. Seulement il va avoir tendance à faire des semelles de labour. Et puis surtout, il risque de trop affiner le sol, hein, parce qu'au final, plus on va affiner notre sol, plus il va se recompacter avec la battance de la pluie. Donc au final, affiner trop, ça peut s'avérer être assez contre-productif, hein, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes de croûte. Donc vraiment, c'est pas du tout l'opération qu'on voulait faire. Mais le rotovator, moi, c'est un outil que j'utilise essentiellement quand même pour enfouir le fumier. Donc là, je fais quand même un affinage assez grossier, hein, puisque c'est pas une préparation pour un lit de semences, hein, c'est vraiment juste une préparation de sol pour récupérer les sols après l'hiver. Donc après, voilà, si je vais semer des carottes, il me faudra que je réaffine le sol. Après, si jamais j'y mets de l'ail, ce ne sera pas la peine d'y toucher, quoi. Le but, c'est vraiment de casser les plus grosses mottes, et puis voilà, d'avoir un sol prêt à être travaillé, à être semé. Puis il reste donc une troisième étape à la préparation de sol que je ne vais pas pouvoir vous montrer ici maintenant parce que c'est pas vraiment la saison. C'est ce qu'on appelle le déchômage, et qui consiste tout simplement en fait à l'arrachage de la culture précédente qui a fini son cycle, que en général moi je vais laisser poser au sol, hein.
Mais enfin voilà, la fin de la culture, on arrache la culture précédente pour que déjà qu'elle arrête de puiser dans les réserves du sol pour essayer tant bien que mal de survivre, mais aussi pour lancer finalement le processus de décomposition par la vie bactérienne, bactériologique. Enfin voilà, moi en ce moment là c'est le gros boulot que je suis impatient de pouvoir faire, hein, parce qu'avec la météo, de la pluie tous les jours, eh bien, c'est vraiment pas évident. On a hâte d'avoir au moins 5 ou 6 jours sans pluie pour pouvoir faire tout ça, parce qu'il nous reste quand même tout le fumier à faire rentrer, à épandre, puis après décompacter toutes les planches et les affiner. Ça représente quand même pas mal de travail. Et ouais, voilà, pour ça, faut pas que le sol soit trop mouillé, hein. Là, je l'ai fait cette fois-ci dans des conditions un peu limites, mais ça passait quand même. Donc voilà, on est impatient de pouvoir faire ça pour pouvoir attaquer des semis en plus grande quantité. Allez, voilà pour cette partie sur le travail du sol. On passe à la suite. Revenons donc, si vous le voulez bien, à notre jardin numéro 1, du moins la deuxième partie, qui, comme vous pouvez le voir, a été cultivé à l'automne uniquement avec les choux, hein, que ce soit brocoli, romanesco, rutabaga, choux de Bruxelles, choux de Milan, etc. Et avant ça, l'année dernière, il y avait eu encore toute la culture de fabacées, donc petits pois et fèves. Alors on a pas mal galéré, ça a été un peu compliqué en 2023 pour les choux, hein. Vous voyez là, les brocolis sont beaucoup montés à fleurs. Bon, alors l'avantage de ça, c'est que c'est quand même très joli et que c'est hyper mellifère, ça attire énormément les insectes. En ce moment, on voit les premiers bourdons, on a les premières abeilles dans les prunus. Donc voilà, c'est quand même des choux qui ont fleuri plus tôt que prévu. Et puis après, il y a tout ce que finalement, nous, on n'a pas forcément pris le temps de consommer, hein. Donc les choux de Bruxelles, voilà, on a des choux qui ont gelé. Bon, alors on s'est amusé à bien cultiver cette parcelle, mais au final, on n'aura pas consommé grand-chose dessus. Alors voilà, bon, c'est un peu dommage, mais ça nous permet d'apprendre et puis au passage, ça nourrit les insectes. Alors voilà donc pour ce jardin numéro 1, sur lequel on a encore beaucoup de travail, hein, donc là, ça va être l'occasion de déchaumer, hein, n'est-ce pas? Et puis après, on va pas chômer, épandage de fumier et décompactage, sachant que ce jardin va accueillir l'année prochaine des légumes assez gourmands, hein, donc les tomates, poivrons, aubergines, toutes les solénacées. Et l'autre partie sera consacrée, je pense, a priori, à tout ce qui est cucurbitacées, hein, donc courgettes, concombres. Et puis, comme à mon habitude, en général, ce sera associé de tournesol, de maïs, de haricots, peut-être d'autres choux. Bon, on verra bien au fur et à mesure de la saison. Allez, passons à la suite de la visite. Passons donc au deuxième jardin, que nous appellerons, si vous le voulez bien, le jardin numéro 2. Et là, on se retrouve face à une planche qui est bâchée depuis plus d'un an maintenant, hein, et je n'avais pas pris le temps de la préparer. Ce sera l'occasion d'une vidéo bientôt où je vous expliquerai comment je prépare mes planches. La planche d'à côté, eh bien, il me reste encore déjà un stock de tonte pour préparer mes planches et des côtes de bêtes qui se sont installées il y a maintenant 3 ans, dont j'ai toujours pas fait l'effort de vraiment me débarrasser, mais bon, c'est bien pratique, ça repousse tous les hivers, tous les ans. Bon, alors cette année, on va les enlever quand même, parce que ça commence à être un peu rêche. À côté, on a donc notre première planche de petits pois qui sont pas encore vraiment nés, hein. Les petits pois, j'en fais 2 tournées. Pour ça, je vous renvoie vers une vidéo sur la playlist Qu'est-ce qu'on sème, la vidéo qui s'appelle La théorie des petits pois, où vous en saurez plus sur la culture du petit pois.
Ici, c'est une planche, c'est un rang de pois mange-tout qui commence tout juste à naître. Donc, écoutez, c'est plutôt bien parti. J'ai eu un peu peur parce qu'avec le temps qu'il fait, ça ne chauffe pas, c'est très très humide, donc j'avais peur un peu que ça pourrisse avant de lever. Et finalement, c'est parti. Donc maintenant, gare aux limaces en fait, quoi. Ça va être un petit peu le piège. Une autre précaution d'usage que j'utilise beaucoup à cette saison aussi, c'est donc l'usage de voiles d'hivernage. Alors ici c'est du P19, il y a aussi du P17, ça peut se doubler, il y a du P21 il me semble. Euh, enfin voilà, ça permet quand même de garder la température la nuit à plus 3 degrés de ce qu'il y a à l'extérieur, donc c'est quand même intéressant. Mais là, en l'occurrence, je l'utilise surtout pour protéger des oiseaux, parce qu'en soi, les pois et les fèves n'auraient pas besoin d'être protégés du froid. Ça ne va pas leur faire du mal d'avoir un peu plus de température, mais surtout, ça évite que les pies ou les pigeons ou autres ravageurs viennent déguster les jeunes pousses si tendres et délicieuses de nos bien-aimés pois. Alors ça implique quand même un petit peu de travail, puisqu'on ne peut pas laisser les voilages comme ça en permanence. Le problème c'est quand même que ça filtre la lumière, quoi. Donc ça va être un peu néfaste pour la croissance des plantes qui vont chercher à monter le plus possible pour aller chercher la lumière. Alors il va falloir tous les matins découvrir et recouvrir tous les soirs. Voilà aussi pour que le sol puisse sécher quand il y a un rayon de soleil, parce que du coup le P17 ou le P19 ça fait de l'ombre aussi, donc non seulement ça gêne la croissance des végétaux, mais en plus ça empêche le sol de sécher. Une autre précaution qu'il va falloir prendre avec ces voiles d'hivernage aussi, c'est éviter vraiment qu'ils soient en contact avec le feuillage des légumes. Parce que là, si jamais il y a une gelée, finalement, ça risque parfois d'être pire que s'il n'y avait pas eu le voilage, notamment justement sur des cultures comme le petit pois ou la fève qui n'ont pas besoin théoriquement de voilage. Eh bien, la condensation de l'eau sur la feuille est collée au voilage, ça va geler, alors que finalement, elle n'aurait pas gelé s'il n'y avait pas eu le voilage. Donc c'est pour ça, c'est quand même mieux de les mettre sur des arceaux. Après, pour tout ce qui est semi-direct, on peut le poser directement à même le sol et le laisser jusqu'à la levée des plantules. Et une fois que ce sera levé, il faudra découvrir tous les matins et recouvrir tous les soirs. Et s'il y a des risques de gelée, vraiment mettre sur arceau pour éviter que la gelée soit pire que prévu. Un autre détail auquel il va falloir faire attention, c'est que, comme vous voyez, quand il y a du vent, il faut éviter en fait ce genre de truc où le P17 bat le vent et en fait va taper sur le sol de la planche d'à côté ou va finir par rouler parce que ça paraît pas, mais finalement ça va quand même vraiment damer votre planche à côté. Si ça roule dessus, ça va pas être bon du tout, surtout si vous avez un semis qui se met à côté. Donc voilà, il faut penser quand même à essayer de le caler bien pour le protéger du vent. Ce qui est important pour qu'il soit tendu, c'est la tension longitudinale. On vient d'abord tendre d'un bout à l'autre et après on cale sur les côtés. C'est la méthode la plus efficace que j'ai pu trouver. Bon, reprenons. À côté, vous avez une planche de rayin qui va donc recevoir du fumier. Comme vous avez pu le remarquer, il y a une planche sur deux qui est cultivée. J'alterne en fait les légumes gourmands et les légumes pas gourmands. Donc en ce moment, là par exemple, c'est une des deux planches de fèves qui ne nécessite aucun apport et donc ce jardin, cette année, en 2024, sera alterné en fabacées et pommes de terre. Et comme vous pouvez le voir, les fèves commencent donc à naître enfin.
Alors il va aussi falloir être vigilant par rapport aux limaces et aussi au printemps, surtout pour les pucerons, hein, pareil, qui vont se délecter des jeunes têtes de fèves au printemps. C'est pour ça qu'en général j'essaie de les faire en novembre, mais bon, cette année on n'a pas eu le temps, ni la possibilité, encore une fois à cause de la météo. À côté, on a encore une planche qui attend de recevoir du fumier, d'être décompactée pour pouvoir y planter des patates. Et puis on a notre culture de céleri, hein, il nous en reste encore quelques-uns, c'est pas trop mal réussi, hein. On a des boules largement grosses comme le poing. Ces céleris qui sont issus d'un semis que j'ai réalisé maintenant en janvier 2023, hein, donc vous réalisez, ils ont déjà plus d'un an. Voilà, ils sont délicieux, c'est du céleri monarque qui était l'année dernière planté entre nos deux rangs de tomates. Dans un sol bien enrichi, et ce qui me permet d'éviter de remettre du fumier cette année. Et donc cette planche accueillera certainement une deuxième tournée de pois mange-tout ou de petits pois. À côté, nous avons une planche de carottes qui a quand même été le gros échec pour moi en 2023, hein. Moi qui l'ai réussi d'habitude plutôt bien. Là, il se trouve que mes premiers semis ont été détruits par les énormes averses du printemps 2023 et que mon dernier semis que j'ai fait en juillet, je l'ai fait un petit peu tard. Je suis parti peut-être surtout en vacances un petit peu trop tôt, ce qui fait qu'il y a eu énormément de manques. Voilà, la culture n'a pas réussi. Bon, c'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je cultive la carotte, encore une fois, je vous renvoie vers la playlist Qu'est-ce qu'on sème. Il y a une vidéo consacrée à la culture de la carotte pour un semis au mois de juillet. Ensuite, nous avons la deuxième planche de fèves, hein, parce que j'en fais qu'une tournée au printemps. Puis une planche de betterave dont on a déjà consommé une bonne partie. Je ne sais pas si on mangera tout, on verra bien. Bon, finalement, la récolte a été assez bonne. Avec l'hiver, certaines ont pourri, certaines ont gelé, certaines ont été mangées. Bon, c'est comme ça. L'idéal eût été de les conserver en silo, ce que je n'ai pas fait cette année. Et on termine enfin le tour de ce deuxième jardin par le restant de notre culture de poireaux. Alors, moi je les fais toujours 100 par 100, donc le problème étant que les enfants ne mangent pas de poireaux, elles ne veulent pas en manger, enfin, en tout cas c'est compliqué. Donc on en a encore beaucoup à consommer, mais c'est pas grave, on va les conserver, les mettre en bocaux en fait, hein. On garde que les fûts et on les met dans une saumure, on stérilise, comme ça après on n'a plus qu'à les ressortir pour faire le poireau vinaigrette par exemple. Cette culture de poireaux alors qui est ma foi plutôt bien réussie, alors il y a deux variétés, il y a du Maxime et du monstrueux de 40 ans. On est très content du format des poireaux, ils sont vraiment magnifiques. On était un peu embêtés par la mineuse, mais bon, au final, rien de catastrophique. Voilà, on est vraiment ravis de cette culture de poireaux qui n'est pas toujours évidente. Alors pareil, hein, je vous renvoie encore sur la playlist Qu'est-ce qu'on sème. Vous y trouverez toutes les indications. Ceux-là ont été semés pareil aux alentours de janvier 2023. Allez, on va se laisser là pour le jardin numéro 2 et on se retrouve pour la suite de la visite. Poursuivons avec le bien nommé jardin numéro 3 qui cette année va être consacré à la culture des aliacées, ail, oignons, échalotes, et qui l'année dernière était en pommes de terre, oui essentiellement pommes de terre et un peu de courge au milieu, où on a eu une très mauvaise récolte de courge mais une récolte exceptionnelle de pommes de terre. On a fait un peu moins de 300 kg de pommes de terre, donc c'était un bon résultat avec du super calibre. Bon, on est ravis des pommes de terre.
Par contre, on a manqué, comme je disais, encore cruellement d'oignons. Donc voilà, toute cette parcelle-là, toute la partie gauche du jardin va être consacrée à la culture des oignons jaunes. Un légume essentiel dans notre alimentation et ça prend beaucoup de place, mine de rien. Il en faut une grosse quantité, puisqu'entre tous les oignons qu'on utilise pour mettre dans les ratatouilles, dans toutes les préparations pour les conserves et tout ce qu'on consomme après au quotidien, et bien finalement il faut quand même un sacré stock d'oignons. L'année dernière on était sur une trentaine de kilos et j'espère arriver à 50 ou 60 cette année. Pour plus d'infos sur la manière dont je cultive les oignons, et bien encore une fois je vous renvoie vers la playlist Qu'est-ce qu'on sème, et la vidéo c'est L'oignon fait la force, où vous saurez à peu près tout sur comment je cultive ce légume. Du coup, j'enchaîne maintenant sur quelques infos sur la culture de l'ail. Pareil, une culture bien sûr super importante dans l'alimentation, qu'il est, ma foi, grand temps de faire maintenant. On arrive mi-mars, on arrive vraiment dans les dernières limites pour qu'il ait le temps de bien se développer avant l'été, pour une récolte normalement en juillet, août. Alors normalement je le fais comme les fèves et les petits pois au mois de novembre, fin octobre, début novembre, mais encore une fois, la météo ne m'a vraiment pas permis de faire ces cultures-là à l'automne. Mais bon, c'est pas grave, on peut les rattraper au printemps. Alors, passons maintenant à la pratique, sur comment je m'y prends pour cultiver l'ail. Le plus gros problème de l'ail, c'est qu'il n'aime pas du tout avoir les pieds dans l'eau. Il a du mal avec l'excès d'humidité, surtout quand on arrive aux alentours du mois de juillet, c'est-à-dire peu de temps avant la récolte, où l'ail risque d'échauder, comme on dit. L'ail échaude, en gros, il pourrit, Et donc, les averses du mois de juillet, ça peut être risqué. Donc, il y a plusieurs solutions pour essayer de limiter les dégâts. La première, c'est déjà de cultiver dans le sens de la pente, même si en général on n'aime pas trop faire ça, mais bon, ça permet d'éviter déjà que l'eau stagne trop au pied des cultures, qu'elle s'écoule bien tout au long du jardin. Ensuite, je cultive l'ail sur microbillons, qui sont des petites buttes en fait, que je fais avec l'aide d'un butoir attelé derrière une houe maraîchère, dont je vous reparlerai bientôt dans une vidéo qui sera consacrée aux outils que j'utilise. Donc ça, c'est un outil, ma foi, bien pratique, mais ça peut aussi très bien se faire déjà avec un butoir à manche, et ça peut au pire se faire avec la tranche de la binette. Finalement, on creuse des gros sillons et on plante pas dans le sillon, on plante sur la butte, ce qui permet d'être sûr que l'ail ne se retrouve pas à avoir les racines dans l'eau. Pour terminer ma préparation de terrain avant de planter, je passe un léger coup de rouleau à gazon. Celui-ci a l'avantage on peut régler le poids en fonction du niveau d'eau qu'on met dedans. Donc là, j'en mets très peu en fait. Je cherche pas à tasser vraiment. Je cherche juste à recompacter un peu pour éviter en fait que mes buttes ne s'effondrent à la première pluie. Et je vais ensuite venir planter mon ail sur le haut de ces buttes. Je le plante donc la racine en bas et distancé au moins, maintenant je laisse au moins 15 cm. En théorie on pourrait vraiment les rapprocher, le problème après étant le désherbage. Comme les oignons et les échalotes, les bulbes, il faut éviter de les abîmer au moment de l'entretien. C'est souvent ce qui arrive quand on passe un coup de sarclette, ça arrive souvent d'accrocher un oignon. Et ça, ça va gêner son développement et puis surtout ça va poser des problèmes après à la conservation. Je les plante donc tous les 15 cm pour pouvoir désherber facilement, sachant que le désherbage va falloir être assidu sur la culture de l'ail, parce que l'ail et les oignons, encore une fois, les aliacées,
ne développe pas de grands feuillages, hein, donc il n'y a pas d'effet canopé sur le sol pour éviter aux mauvaises graines de germer, quoi. Donc il va falloir être quand même assidu sur le désherbage pour pas se faire envahir, parce qu'après la culture va pas aimer du tout. Et donc ça revient en gros à un désherbage à peu près tous les 15 jours, quoi. C'est là où c'est le plus facile quand les adventistes commencent juste à lever. Eh bien c'est là où ça représente le moins de travail de venir les déranger pour éviter de se faire envahir. Une fois toutes mes cailleux d'ail plantés, eh bien je reprends ma houe maraîchère, mais avec un autre outil. Cette fois-ci, c'est une griffe du jardinier. L'idée, c'est de décompacter quand même entre les buts, parce que j'ai été obligé d'y marcher pour planter, quoi. Donc j'ai au final pas mal piétiné, pas mal recompacté. Le truc, c'est que si je laisse sécher comme ça, après, ça va être pour le coup très compliqué de l'aérer, quoi, de revenir le gratter, ça va croûter par-dessus. Donc ce que je préfère faire, c'est repasser un coup de griffe tout de suite. Comme ça, je pourrais, en désherbant, ce sera plus facile, quoi. La terre sera moins dure. Alors après, ça peut se faire aussi, bien sûr, avec une griffe du jardinier à manche. Ouais, il suffit de marcher dans le rang à côté de celui qu'on travaille, quoi. Et puis on se décale au fur et à mesure pour sortir de la parcelle et en ayant plus de passe-pieds tassés. Une fois ce passage de griffe fait, finalement le semis d'ail est terminé. Moi, ce que je fais juste, hein, comme je vous le disais, je remets une couche de voilage par-dessus, vraiment pour protéger des pies qui viennent non pas manger les gousses d'ail, mais qui viennent les voir par curiosité, les déterrent et ont tendance à en faire des petits paquets de 3 ou 4 bulbes. Donc après, il faut refaire le travail. Alors voilà, je mets un voilage pour éviter les attaques de pies. Sitôt que l'ail est germé, comme on le voit là, et bien déjà, comme on l'a vu là, déjà, il n'y a plus vraiment besoin, il est enraciné, quoi. La pie va venir voir et va pas réussir à l'enlever. Donc après, je dégage le voilage et puis c'est parti pour une culture au moins mi-juillet, quoi. Allez, ça c'est dit, passons maintenant au 4e et dernier jardin. J'ai nommé le jardin numéro 4. Ce jardin qui n'a pas du tout été cultivé durant l'hiver et que je vais donc débâcher sous vos yeux ébahis pour permettre au sol de se réchauffer. Là, c'est la saison maintenant, hein. Le problème de la bâche, c'est toujours pareil, hein, c'est que ça empêche le sol de se réchauffer. Et ce jardin va être essentiellement consacré cette année au semis direct, donc j'ai besoin que la terre se réchauffe assez rapidement. Sachant que je n'ai toujours pas fait de semis de radis ou de navets, et que là, ça commence à être la saison, et puis surtout, je commence à être pressé d'en manger. Ici, l'an passé, ce jardin a accueilli toute une variété différente de légumes, hein, de la carotte à la tomate, aux choux, aux fenouils, aux haricots verts, j'en passe et des meilleurs. Et comme vous pouvez le voir, ce jardin est lui aussi séparé en 2 parties, du moins pour le moment. Tout simplement parce que l'année dernière, j'avais commencé à préparer des planches permanentes et j'avais pas eu le temps de finir, donc j'avais cultivé à plat. Et encore une fois, j'attends avec impatience le fumier pour pouvoir l'épandre, puis préparer mes planches permanentes avec mes passe-pieds un petit peu particuliers, dont je vous parlerai un peu plus en longueur dans une vidéo bientôt qui parlera des différentes techniques que j'utilise au jardin. Alors
Voilà pour ce tour de champ, hein, la visite s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, je me répète, merci de mettre un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, d'autant que je suis en train de mettre en place un nouveau format. Donc si vous voulez être tenu informé, abonnement, notification, le pouce en l'air pour faire plaisir et le partage. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, comme annoncé au début de la vidéo, bien un petit instant promo. Si vous n'êtes pas encore au courant, eh bien sachez que j'organise des stages tout l'été, des stages de 5 demi-journées sur les thèmes de l'organisation au jardin, fertilité et fertilisation, rotation de culture et planification de culture, préparation et entretien du jardin, conservation et semences. L'objectif étant de vous transmettre les bases nécessaires pour devenir autonome dans votre compréhension du jardin et donc dans votre production de légumes. Le tout de la graine au bocal. Et d'ailleurs, je me trouve à la fin de ce tour de champ dans cet espace du jardin que je vais réserver donc, eh bien, pour l'accueil de stagiaires, vous accueillir. Je suis très impatient de vous rencontrer en vrai, hein. Pour moi, c'est le jardinage en partage, c'est encore mieux les mains dans la terre. Et donc, c'est quand même un des gros chantiers que j'ai à faire avant l'été, hein, aménager un petit préau pour pouvoir faire les pique-niques et puis s'asseoir à une table pour prendre des notes, c'est pas mal aussi. Préparer des toilettes sèches, y récupérer de l'eau de pluie pour faire de la vaisselle, des choses comme ça. J'ai déjà pas trop mal avancé, hein, j'ai donc élagué les pruniers qu'il y a derrière moi, hein, pour éviter d'avoir à le faire une fois que le préau sera construit. C'est quand même plus facile de faire tomber les branches sans que le toit soit là. Donc le chantier est en cours et je vous tiendrai au courant des différents avancements de ces chantiers. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Comme je vous le disais, je prépare un nouveau format qui, à mon avis, devrait vous intéresser, qui va concerner un peu plus la serre et la vie au quotidien du jardin. J'espère pouvoir la sortir pour le jour de l'équinoxe. D'ici là, restez à l'écoute, il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!